Bonsoir à tous et bienvenue dans cet amphithéâtre. Donc, ce soir, Isegoria a le plaisir de vous accueillir pour sa dernière conférence de l'année scolaire. Nous recevons donc ce soir Monsieur Thomas Negaroff sur le thème de Faut-il souhaiter le déclin de l'Amérique ? Bonsoir Monsieur Negaroff et merci de votre présence. Vous êtes spécialiste des États-Unis contemporains et vous avez d'ailleurs publié l'année dernière un livre dont le titre fait l'objet de cette conférence. Donc ce soir, nous allons aborder un thème complexe qui suscite beaucoup d'interrogations et qui mérite bien les lumières d'un spécialiste. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Alors bonsoir à toutes et à tous. Le 26 septembre dernier, Pascal Boniface inaugurait le cycle de conférences Isegoria 2009-2010 en abordant la question de l'ordre mondial après la crise financière et l'élection d'Obama. Preuve que les enjeux géopolitiques sont au cœur de nos préoccupations, nous abordons ce soir, pour cette dernière conférence de l'année, la question de la place des États-Unis dans le monde avec une question surprenante, si ce n'est insolente, faut-il souhaiter le déclin de l'Amérique ? Cette question est justement l'objet de votre dernier ouvrage publié en 2009 aux éditions Larousse, dans lequel vous entreprenez de démontrer avec honnêteté intellectuelle que l'opinion commune selon laquelle l'Amérique serait sur le déclin n'est finalement qu'une opinion au sens philosophique du terme et non une vérité historique. Merci Thomas Negaroff de venir nous éclairer ce soir sur le rôle des États-Unis et l'enjeu politique, économique et culturel de leur leadership passé, actuel et futur peut-être. Merci de nous aider à prendre du recul sur les multiples préjugés et clichés à l'encontre d'un État qui a façonné le monde dans lequel nous vivons et qui demeure aujourd'hui encore la clé de voûte de la mondialisation. Deux questions distinctes se posent ce soir. La première, peut-on réellement parler d'un déclin des États-Unis ? L'élection d'Obama et sa volonté de tenir compte des erreurs du passé n'est-elle pas de nature à changer la donne ? Ne peut-on y voir les signes, les indices d'un rebond de l'Amérique ? Et la seconde question, quelles sont ou seraient les conséquences de ce déclin pour nous autres Européens et plus largement pour tous les acteurs de la scène internationale ? Car vous concluez votre ouvrage en affirmant que contrairement à tous les empires qui se sont effondrés et que l'Amérique regarde avec angoisse, craignant d'y déceler son destin, aucune puissance potentiellement rivale n'a aujourd'hui intérêt à la voir s'effondrer. L'hypothèse du déclin de l'Amérique est-elle nécessairement apocalyptique et pourquoi ? Je vous laisse à présent la parole pour répondre à ces questions qui alimenteront, j'espère, un débat très passionnant. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci. Il est rare, à la différence des journalistes, d'avoir quelqu'un qui a lu son livre. Donc merci, ça fait plaisir, vous avez tout dit. Donc à demain. Alors, oui, alors effectivement, le titre de la conférence et le titre de mon livre est un peu un coup d'éditeur, parce que je ne vais pas répondre à la question en fait. Faut-il souhaiter le déclin de l'Amérique ? C'est une question normative. Il ne s'agit pas de savoir si on doit ou pas la souhaiter, c'est une question même quasiment personnelle. En revanche, je vais essayer d'apporter ici des éléments qui permettent éventuellement de se forger une opinion, voire de comprendre, peut-être d'une façon un peu différente de ce que vous avez pu entendre, les logiques de la domination américaine sur l'espace mondial. Alors effectivement, quand on a programmé cette conférence aujourd'hui, c'était il y a plusieurs mois, on a dit le 11 mai, tiens. Et puis, manque de peau, aujourd'hui la question c'est pas tellement celle du déclin de l'Amérique, c'est plutôt celle du déclin de l'Europe qui est posée depuis hier, enfin depuis une petite semaine, mais qui rend, à mon avis, pas du tout caduque cette question du déclin de l'Amérique. C'est pas parce que l'Europe aujourd'hui est aux abois, même malgré le plan de relance, on en reparlera peut-être d'ailleurs dans les questions, et puis dans les réponses peut-être aussi. Ça ne rend pas donc caduque cette question du déclin de l'Amérique. Je crois d'ailleurs que les deux sont liés, même si en creux, je crois que la question du déclin de l'Europe semble plutôt nourrir la thèse inverse, celle d'une Amérique peut-être pas triomphante, mais en tout cas une Amérique qui résiste mieux. Je vous rappellerai quand même que c'est 2 coups de fil de Barack Obama qui ont poussé les Européens à agir de façon beaucoup plus volontaire qu'ils ne le souhaitaient, et dans un sens que les Américains voulaient. On en reparlera davantage plus tard. Alors, effectivement, il y a beaucoup, je dirais ça pour commencer, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui dans l'actualité, depuis disons un an et demi qu'Obama est au pouvoir aux États-Unis, qui semblent attester d'un déclin de l'Amérique. C'est un déclin, d'abord, je crois, surtout symbolique. La faillite de General Motors, par exemple, qui était quand même un fleuron même symbolique de l'Amérique.
La NASA, aujourd'hui, incapable, jusqu'en 2015, d'envoyer, d'avoir des lanceurs capables d'envoyer sur orbite des satellites. C'est-à-dire que jusqu'en 2014-2015, les Américains seront obligés de passer soit par des opérateurs privés, soit par les Russes, vous imaginez, hein, curieux dans l'histoire, par les Russes en payant un droit pour avoir le droit d'envoyer des satellites. Question hautement stratégique. Parce que les Américains ont mal prévu leur calendrier et puis ils sont entre deux évolutions technologiques et n'ont pas les moyens de le faire aujourd'hui. Sans compter qu'avec la crise des subprimes, c'est tout le rêve d'une Amérique de propriétaires de leur logement qui semble s'effriter. En 2008, il y a 2,2 millions de personnes qui ont perdu leur logement aux États-Unis. En 2009, un peu moins, mais on est autour de 3 millions de personnes, de foyers, qui ont perdu leur logement. Voilà encore quelque chose de très fort. Une Amérique qui a été attaquée, qui l'est encore, même si on verra que sous Barack Obama, la situation semble peut-être s'améliorer. Cela étant, je crois que quand on regarde le XXe siècle, une chose qui est peu dite, mais qui me semble intéressante, c'est que finalement, la croissance, le triomphe de l'Amérique s'est fait en général de façon contre-cyclique. C'est-à-dire que l'Amérique a posé ses jalons de sa puissance au moment où les autres s'effondraient. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale surtout, et puis même au lendemain de la crise des années 70, c'est là où l'Amérique, qui avait été rattrapée par les autres dans les années 80, reprend une avance considérable sur les autres. Donc l'Amérique n'est pas le moteur, en tout cas sur le XXe siècle, le moteur de la croissance mondiale, le moteur d'un monde, disons, qui avancerait vers plus de prospérité, plus de bien-être, puisqu'on voit que c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que les grands moments d'envolée de l'Amérique correspondent à des moments de difficulté du reste du monde. D'où, à mon avis, l'intérêt de la question. Dans ces conditions, on aurait tendance à dire oui, si ça marche dans un sens, peut-être que le déclin de l'Amérique signifierait pour nous aussi notre progression, notre progrès. On verra que c'est certainement beaucoup plus compliqué que cela. Alors, vous avez posé les bonnes problématiques. Qu'est-ce que l'élection d'Obama a pu changer dans ce monde? Et moi, je crois, plutôt que de voir encore dans Obama une sorte de super-héros capable de bouleverser la donne mondiale, bien sûr, c'est une réalité, on en parlera, on en débattra peut-être, mais je crois que finalement, il est à chercher ailleurs les raisons qui font que l'Amérique n'est, à mon avis, pas prête de décliner, et que peut-être même, nous sommes attaqués par des moustiques, peut-être que même, au contraire, nous allons entrer dans un nouveau siècle américain, expression inventée en 1941 par Henry Luce, journaliste américain, qui, au moment de Pearl Harbor, se dit « l'Amérique entre dans une nouvelle période, c'est l'arrivée dans le siècle américain ». Parce qu'Henry Luce avait vu une chose essentielle, c'est que c'est bien l'intervention de l'Amérique dans le monde. Après Pearl Harbor, ça devient nécessaire. On sort d'une période isolationniste. L'interventionnisme américain dans le monde sera le préalable au leadership américain à l'échelle mondiale. Alors il y a aujourd'hui des gens qui considèrent effectivement que le déclin américain n'est pas arrivé, qu'il n'arrivera pas, et qu'on entre même dans un nouveau siècle américain fait d'un nouveau puzzle géopolitique, du G7, 8 au G20, voire même au G2. Alors avant de s'interroger plus à fond sur la notion, sur la réalité même d'un déclin américain, je crois qu'il faut avant tout poser une évidence, qui n'est peut-être pas forcément pour vous, mais qui est une évidence pour les gens qui travaillent sur les États-Unis, c'est que l'Amérique ne cesse de se percevoir en déclin. Et ça, je crois qu'on le partage avec nous, les Français, on le partage avec eux. Et je vois que la clé de la compréhension réciproque, enfin la crainte réciproque, de la hantise même réciproque du déclin, je crois que la clé c'est que les Américains comme les Français ont la certitude d'avoir une mission à jouer, une mission universelle à jouer, un rôle à jouer dans le monde, et par conséquent tout déclin est considéré comme quelque chose de catastrophique, puisque en gros on aurait failli à diffuser des valeurs, diffuser un modèle. Alors c'est des choses très différentes. Les Américains ont une base beaucoup plus religieuse que nous. Nous, on tend à diffuser des valeurs, disons, universalistes, de respect des droits de l'homme, etc. Les Américains aussi, mais sous couvert de la religion. Les Américains ayant la certitude, un peu comme nous, mais plus encore eux, d'avoir une forme d'exception. L'Amérique, c'est une exception. D'ailleurs, Obama, pendant sa campagne, après sa campagne, il venait d'être élu, et on lui a demandé, mais est-ce qu'il existe encore une exception américaine ? Il a dit oui, vous savez, oui, il y a une exception américaine. Il y a aussi une exception grecque, une exception finlandaise, une exception polonaise. Tollé gigantesque aux États-Unis. On ne peut pas accepter l'idée pour un Américain que l'Amérique n'est pas une nation exceptionnelle, ou pour reprendre les mots de Madeleine Albright, qui était le secrétaire d'État de Bill Clinton, une nation indispensable. Cette notion est très forte, et
je crois que si on ne l'a pas en tête, on ne comprend pas pourquoi les Américains ont aussi peur de ça que décline. Les Belges, j'ai rien contre les Belges, mais pour les Belges, pour les Luxembourgeois, pour peut-être même les Espagnols, il n'y a pas cette crainte totale qui est existentielle en fait, du déclin. Alors il y a effectivement toujours, on cite toujours, et je vais le citer aujourd'hui, en 1630, John Winthrop, qui est sur un navire, l'Arbella, il va accoster aux États-Unis, et il dit aux puritains qui sont sur le navire, ils vont créer ensemble le Massachusetts, une colonie puritaine américaine, il leur dit, nous sommes, il reprend des mots de la Bible, a city upon a hill. Nous devons être la ville, la cité sur la colline exemplaire. Alors, 2 commentaires. Exemplaire, ça peut être soit en ayant un comportement exemplaire, et ça va être ce que vont être les États-Unis des origines, ils ne sont pas encore américains, ils sont anglais ceux-là, des origines jusqu'à Pearl Harbor, en gros, isolationnisme, on est exemplaire, mais on n'intervient pas, sauf sur notre continent, doctrine Monroe, 19e siècle, l'Amérique aux Américains, et puis, en revanche, il y a une autre façon d'être a city upon a hill, c'est d'agir au nom de ses valeurs. Et là, c'est en gros le siècle américain qui commence en 1941 et l'Amérique commence à intervenir dans le monde entier pour, alors souvent avec beaucoup d'échecs, mais pour diffuser ses valeurs comme ils l'ont fait, y compris en Irak. Il ne faut pas, à mon avis, réduire l'intervention américaine en Irak à uniquement des intérêts pétroliers. Il s'agissait aussi pour les Américains d'aller diffuser des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, des valeurs droits de l'homiste, comme on dit parfois un petit peu de façon péjorative. Et puis, pour comprendre encore les Américains, il faut aller un siècle et demi plus tard. En 1776, Thomas Paine dit qu'il faut commencer le monde à nouveau. C'est-à-dire que bien sûr, il y avait des Indiens avant, mais l'idée étant que Dieu a donné aux Américains blancs une page blanche, les Indiens étant en partie négligeables, et ils peuvent réécrire l'histoire, commencer l'histoire à nouveau. En gros, c'est un nouvel Israël, un nouveau Canaan, une nouvelle terre promise par Dieu, regorgeant de richesses, à eux d'en faire le meilleur usage possible. City upon a hill, je le disais, dimension exceptionnelle du modèle américain. En 1999, Bill Clinton, imaginez Bill Clinton en 1999, qui n'est pourtant pas un défenseur acharné de l'unilatéralisme américain. Pourtant, en 1999, devant le Congrès, lors de son discours sur l'état de l'Union, il prend la parole et il dit « Nous constituons la démocratie la plus diverse de la planète. » C'est ça qui m'intéresse, c'est ce qui vient après. « En levant les yeux vers nous, le monde entier verra qu'il est possible de vivre ensemble. » En levant les yeux. Et l'Amérique, sur un promontoire, et il faut regarder un peu, comme on imagine un peu une figure divine, regarder comment vit l'Amérique, Clinton ayant un comportement absolument irréprochable dans les domaines de la morale, surtout en 1999, c'est un an après l'affaire Lewinsky, et pourtant il ressasse encore ce discours qui est essentiel pour les Américains, et encore aujourd'hui, je vous l'ai dit, avec le tollé de l'exception américaine, qui n'en est pas une, sous la plume de Barack Obama. Donc la crainte, c'est de devenir ce que deviendrait l'Amérique dans les années 70, sous la plume de Robert Rosencrantz, une nation ordinaire. Rien n'est pire pour l'Amérique d'être une nation ordinaire. Alors on comprend dans ces conditions que toutes les difficultés américaines sont l'objet d'une introspection profonde. En gros, pourquoi est-ce que nous déclinons? En quoi, et surtout la réponse est toujours la même, nous déclinons parce que nous avons failli dans le respect de nos valeurs originelles. Parce que, troisième point essentiel des valeurs américaines, ces valeurs gravées dans le marbre par les pères fondateurs. Les pères fondateurs, ceux qui mettent la guerre d'indépendance, ceux qui rédigent la Constitution. Ces gens-là ont forcément raison. Dans les textes qu'ils écrivent, il y a la vérité, il y a la marche à suivre, il y a le mode d'emploi pour faire de l'Amérique the city upon a hill, pour faire de l'Amérique la nation exemplaire indispensable dans le monde. Ainsi, et tous les présidents américains le feront, tous, au moins depuis Theodore Roosevelt, c'est-à-dire le président de 1901, et puis ensuite tous les autres jusqu'à aujourd'hui, ne cesseront d'analyser les déclins successifs, ou en tout cas les prétendus déclins, on y reviendra, de l'Amérique, sous l'aune de justement ces difficultés à appliquer les valeurs des textes fondateurs. Il y a beaucoup de mots de Reagan, ou même de Barack Obama. Vous savez, quand il gagne l'élection, nous, Européens, on se dit « incroyable, rupture extraordinaire dans l'histoire américaine ». C'en est une, évidemment. Mais si Barack Obama avait tenu ce discours de rupture pendant la campagne,
il aurait eu à peu près la même histoire qu'ont eu les candidats noirs avant lui, type Jesse Jackson au début des années 80, à savoir trop de rupture, un candidat qui inquiète, qui fait peur. Par conséquent, Obama n'a cessé pendant la campagne, et lors de son grand discours le 4 novembre 2008 à Chicago, avec sa famille, la photo est célèbre, de dire « Je suis la preuve que le rêve américain n'est pas mort. En gros, je suis moi-même un héritier de ces pères fondateurs. Parce que si je suis en rupture avec eux, je n'embrasse pas les valeurs américaines. » D'ailleurs, vous savez, il y a un seul amendement américain, un seul amendement qui a été brisé, un seul, c'est lequel ? C'est l'amendement, le 19e, qui donnait, enfin, je crois que c'est le 19e, qui mettait en place la prohibition au début des années 20. Et il y a eu, alors après, il a fallu en faire un autre amendement pour casser la prohibition, l'interdiction de consommer de l'alcool. Hein. Aucun autre n'a été changé. Nous, on en est notre 5e République, 5e, mais en fait, avec tellement d'évolutions institutionnelles qu'on en est peut-être à la même 7, 8, 9e. Enfin, il faudrait calculer, mais en tout cas, on a beaucoup de changements. Eux, c'est dans le marbre, on n'y touche pas. Alors, d'où vient cette... Alors, on voit d'où vient cette hantise du déclin, mais maintenant, il faut un peu y revenir à ce déclin. Je crois que le déclin de l'Amérique, il peut se comprendre autour de 3 domaines. 3 domaines qui sont au cœur des craintes américaines. Le premier domaine, c'est la sécurité. Le deuxième domaine, c'est le bien-être matériel. Et le troisième domaine, plus original, c'est celui du leadership présidentiel. En gros, quand l'un des 3 éléments est en difficulté, quand l'un des 3 éléments ne fonctionne plus, on tire la sonnette d'alarme aux États-Unis, et l'idée d'un déclin se met en place avec commission, multiplication de discours, multiplication d'ouvrages scientifiques universitaires, bref, une prise de conscience globale et inquiétante. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure, parce que ça remettait en cause la mission même que Dieu aurait donnée à l'Amérique. Alors, la sécurité, premier des 3 domaines, et je parlerai de la crise actuelle un tout petit peu plus tard, la sécurité, elle n'est pas mise en cause. Elle n'est pas mise en cause avant la période récente. Parce que franchement, la guerre du Vietnam n'a rien à voir avec la sécurité intérieure américaine. Il s'agit au contraire d'aller essayer d'empêcher, endiguer le communisme, mais très indirectement, les Américains ont l'impression que s'ils perdent au Vietnam, ils vont avoir des armées chez eux qui vont... C'est-à-dire, l'île continentale, l'Amérique est une île, avec deux immenses façades océaniques, elle est plus ou moins plutôt protégée. Alors c'est dans les 2 autres domaines, le bien-être matériel et dans le leadership présidentiel, qu'au XXe siècle, il y a eu des sonnettes d'alarme, comme je l'ai qualifié tout à l'heure, du déclin. Alors très rapidement, on ne va pas faire l'histoire des déclins de l'Amérique, mais dans les années 30, la crise économique, très forte, met en question le bien-être matériel. On a près de 20% de taux de chômage aux États-Unis. Le taux d'endettement des ménages et des entreprises, et ça va résonner avec des chiffres que vous connaissez aujourd'hui, atteint 250% du PIB. L'Amérique est quasiment au bord de la faillite quand Roosevelt est élu président. Cela étant, et je viens déjà de dire Roosevelt, cette crise, aussi dure soit-elle, aussi difficile soit-elle, est surmontée par un leadership présidentiel fort. Parce que, vous le savez, vous qui avez été ancien élève de prépa, vous qui ne l'avez peut-être jamais été, mais qui avez peut-être été intéressé par ces questions, vous sauriez peut-être que Franklin Delano Roosevelt a été au contraire un leader extrêmement fort, charismatique, qui a réussi à imposer à un congrès plutôt défavorable des mesures extrêmement ambitieuses qui ont relancé l'économie. Donc, dans les années 30, c'est une crise, mais un déclin qui n'embrasse pas les 3 éléments que j'avais évoqués. En revanche, dans les années 70, c'est là où la théorie du déclin, où la thèse du déclin, prend toute sa force. Parce que dans les années 70, on a quasiment tout qui se met en place. On a le choc pétrolier, premier élément, donc de bien-être matériel, avec ses conséquences sur la crise économique. Et on a, je crois que c'est fondamental ici, un leadership présidentiel qui est en cause, puisqu'on a à la fois la défaillance de la présidence américaine qui a imposé quasiment, sans prévenir le Congrès, la guerre au Vietnam, et puis il y a évidemment le Watergate. 2 éléments, coup sur coup, qui vont mettre un terme, croyait-on définitif, en fait pas du tout, à ce que Arthur Schlesinger, Arthur Schlesinger, si junior, avait appelé la présidence impériale.
C'était la fin de la présidence impériale. Donc, dans ces mêmes années-là, vous avez à la fois crise économique, crise de leadership, les deux n'ayant rien à voir, hein, crise de leadership concomitant, et crise économique renforcée encore par la fin du système de Bretton Woods, qui fait que les Américains, tout simplement, à partir d'août 1971, ne peuvent plus décider par eux-mêmes d'appuyer sur un bouton, de faire des dollars, et ainsi de créer de l'or, puisqu'on avait dit à l'époque, on avait dit depuis 1944 que 35 dollars égale une once d'or. Hein. Donc cette période un peu euphorique d'une Amérique qui, en appuyant sur un bouton, fait des dollars et donc de l'or, s'achève. Croyait-on, puisqu'aujourd'hui on voit finalement qu'on en est encore, on en parlera un peu plus tard. Donc les années 70, c'est des années de remise en cause vraiment très forte du modèle, relayée dans les années 80 par la montée en puissance du Japon, qui fait très peur aux Américains. Les Japonais qui rachètent la concession des Yosemite, du parc Yosemite, parc naturel, qui rachètent Sony, qui rachètent Columbia. Il y a vraiment des fleurons américains qui tombent dans l'escarcelle japonaise. Et ça, les Américains, ils y voient quelque chose de dramatique. Il y a une introspection dans les années 80, alors que Reagan, leadership fort, arrive au pouvoir. Il y a derrière la thèse lancinante d'un déclin économique de l'Amérique très fort, qui est relayé notamment par un groupe d'économistes de Chicago, hein, du MIT, de Boston, du MIT, qui vont dire que l'économie américaine devient une économie casino, fantôme, qui ne crée plus rien, ça rappellera peut-être des choses aujourd'hui, une économie qui ne repose plus que sur la finance et plus du tout sur la production. Bref, une économie dématérialisée, alors que les Japonais, avec leur Made in Japan, leur caméscope, leur magnétoscope et leurs voitures, eux, font des choses bien solides. Bien solides. Et puis, dans les années 80, il y a une théorie surtout très forte qui émerge, qui vient d'un Anglais, et ce n'est pas par hasard que c'est un Anglais qui la donne, c'est Paul Kennedy, qui écrit un bouquin fondamental qui s'appelle Rise and Fall of Great Powers. La traduction française, je ne la connais pas, mais c'est, bref, vous avez compris, Rise and Fall, la grandeur et décadence, je crois que c'est ça, des empires, dans lequel il dit en gros, l'Amérique tombe, l'Amérique va tomber, parce qu'elle est victime, comme les Britanniques d'il y a 100 ans, et dire ça à un Américain, c'est pire que tout. Parce que les Américains sont nés de la décolonisation. C'est comme si on disait à un Algérien, votre histoire, c'est celle de la France. Parallèle un petit peu ambitieux, peut-être. Enfin bon, vous voyez l'idée, en tout cas, l'idée d'un bouleversement très fort. Et donc, pour un Américain, les Américains, leur rapport à l'Empire est très complexe, un empire sans le dire, un empire sans le vouloir, etc. Mais toujours est-il que quand Kennedy évoque cette thèse, c'est quoi cette thèse? Dire l'Amérique a trop grossi. L'Amérique est victime de ce qu'il appelle une surexpansion impériale. Vous n'êtes plus, vous, Américains, capables de tenir le monde libre. Vous avez trop dépensé dans la guerre froide. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous allez vous effondrer. Vous vous êtes comporté avec l'Europe, avec l'Afrique, avec l'Amérique latine, comme quasiment une puissance impériale. C'est-à-dire que vous avez fait produire chez eux, comme dans un empire. Dans un empire, on fait produire par les autres, on fait peser sur les autres les contraintes de la production, et vous n'en profitez, et vous ne faites que profiter en fait de leur travail. Sauf qu'aujourd'hui, ça va vous retomber sur le coin du visage. On est en 87 quand ce livre sort. Sauf que toutes ces thèses vont être mises sous cloche, puisqu'en 89, l'URSS s'effondre, première victoire américaine dans la guerre froide, et puis un an plus tard, c'est l'économie japonaise qui s'effondre et qui entre dans à peu près 10 ans de récession. Donc au début des années 90, je crois que rien n'est réglé du point de vue du déclin ou pas de l'Amérique. En revanche, les deux principaux adversaires de l'Amérique, adversaire géopolitique, l'URSS, adversaire économique, le Japon, se sont totalement effondrés. Mais pour autant, toutes les germes du déclin, de la crise, sont encore là. Et c'est ce qui, à mon avis, va exploser 10 ou 15 ans plus tard, puisqu'on va laisser se mettre en place des bulles spéculatives et on ne va pas réfléchir sur la notion de surexpansion impériale. Quand Obama dit « il faut qu'on produise à nouveau des voitures chez nous, il faut qu'on produise de l'acier, etc. » Mais n'est-ce pas trop tard? Et on le voit aujourd'hui, la relance de l'économie américaine, qui est bien réelle cette année, eh bien, elle se traduit par quoi? Par, à nouveau, un déficit commercial. Bref, rien de nouveau sous le soleil. On y reviendra. Alors, la crise actuelle.
je crois qu'elle est intéressante et particulièrement forte. Ce que j'appelle crise actuelle, c'est en gros depuis le 21e siècle et qui s'est accéléré depuis la fin des années 2005, 2006, 2007, et puis bien sûr la crise subprime, ce qui a été une sorte de couronnement de tout cela. Alors, les trois éléments, on les retrouve. Pour la première fois, je crois, les trois éléments, les trois domaines de la crise fonctionnent ensemble et en synergie. La sécurité, évidemment. 11 septembre 2001, précédé par les attentats en Afrique en 1998, le territoire américain frappé. Bon, dans le bouquin, je raconte un peu comment, en fait, ça veut dire en fait que les Américains ont complètement délaissé le renseignement après la fin de la guerre froide, ont privilégié un renseignement déshumanisé. Vous avez les réseaux échelons, les grandes oreilles en écoute, oui d'accord, mais rien ne vaut un bel et bon James Bond. Même s'il est anglais, enfin l'équivalent du renseignement humain. Rien ne vaut cela. Alors aujourd'hui, les Américains apprennent à parler arabe. Il serait peut-être temps. Il y avait à peine 6 personnes à New York chargées du renseignement qui étaient intéressées par les mouvements terroristes musulmans. C'était un peu tôt. C'est un peu juste. Aujourd'hui, ils sont dans le monde entier, les New-Yorkais, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que, bien sûr, l'Amérique a été frappée sur son sol le 11 septembre 2001. Mais je crois que c'est la réaction américaine au 11 septembre 2001 qui l'a mise le plus en danger, paradoxalement. Et les Américains ont cru, et George Bush le premier, qu'après avoir été attaqué, la meilleure action, c'était d'attaquer à son tour pour se protéger. Or, pour la première fois de l'histoire des États-Unis contemporain, en intervenant à l'extérieur, l'Amérique s'est affaiblie même auprès de ses alliés les plus proches. Vous vous souvenez probablement des immenses manifestations dans les rues de Paris, mais plus encore de Londres, contre la guerre en Irak, moins la guerre en Afghanistan, mais au moins la guerre en Irak. C'est donc là, ce sont les réactions, c'est-à-dire que nous sommes tous américains, édito de Jean-Marie Colombani le 12 septembre 2001 dans Le Monde. Oui, nous étions tous américains ce lendemain. Mais les Américains, par leur action unilatérale, se sont progressivement, sous l'ère Bush, séparés du reste du monde, une posture extrêmement radicale. Attendez, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas vécu un drame, mais une posture radicale qui fait qu'ils ont au contraire mis en question de plus en plus leur sécurité. Ils ont alors été pris dans une escalade d'interventionnisme violent dans le monde entier, même si, comme je le dis tout à l'heure, n'oublions jamais que l'interventionnisme s'est fait aussi au nom des grandes valeurs américaines. Donc c'est toujours un peu compliqué les États-Unis, mais il ne faut jamais oublier cette dimension-là. D'autres commentaires. C'est bien beau d'intervenir dans le monde entier, mais aujourd'hui, et c'est un élément essentiel du déclin de l'Amérique, assez peu vu par les Français, beaucoup par les Américains, c'est qu'aujourd'hui, l'Amérique n'a plus les moyens de ses ambitions militaires. Alors bien sûr, ils ont les moyens financiers. Mais, vous le savez, les Afghans l'ont montré, et le montrent, enfin les talibans le montrent. Partout dans le monde, l'Indochine, le Vietnam l'a montré à 2 reprises. Ce n'est pas les moyens financiers qui font gagner une guerre. Bien sûr, c'est beau d'avoir des drones, mais c'est aussi d'avoir une stratégie et des hommes. Sur la version stratégique, je ne suis pas apte à me prononcer. En revanche, sur la version humaine, là, il y a des chiffres qui font mal aux Américains. Après le Vietnam, on décide de mettre en place une armée de métier aux États-Unis. En gros, les mères américaines n'ont plus envie de voir partir leurs enfants se faire tuer à l'autre bout du monde pour des causes qui leur échappent. Eh oui. Mais là, le parallèle est frappant. Pas avec la France, pas avec le Royaume, pas avec l'Empire britannique. Il est frappant avec Rome et avec Athènes, sous l'Antiquité. Où est le rapport ? Le rapport, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les Américains n'ont plus envie d'aller faire la guerre au nom d'un idéal civique. En gros, le rêve d'un peuple en armes, d'une cité avec des citoyens soldats. Souvenez-vous un peu de vos cours de seconde quand vous étiez au lycée. Des hoplites, le citoyen soldat, qui est un idéal de défense de la cité. Eh bien, cet idéal est en train de s'effondrer. Les Américains, aujourd'hui, font face à un désintérêt complet de la jeunesse américaine pour l'engagement militaire. Alors, comment on fait ? Il y a 3 solutions. Et ces 3 solutions, je crois,
creuse un peu plus les illusions américaines, le tombeau des illusions américaines. Première méthode, abaisser les critères. On va aller chercher des gens qui avant, comme au Vietnam, on va aller chercher des gens qui, catégorie 4, un peu limité. Puis après on s'étonne qu'il y ait un type qui fasse une tuerie dans un camp. Donc on va chercher des gens un peu limités. Catégorie 4. C'est les P4. Vous êtes trop jeunes, pas mal d'entre vous qui auraient fait leur service militaire, mais pour les gens de ma génération, ça veut dire quelque chose, P4, c'était un peu juste, quoi. Donc P4. On va progressivement accepter des gens qui sont tatoués. Bon, pourquoi pas, hein? Des gens qui ont les oreilles percées, etc. Mais peu importe, des gens qui sont obèses. Sinon, il n'y a plus personne aux États-Unis. Donc, des gens qui sont obèses. Donc, on va progressivement abaisser le niveau d'exigence. On va aussi aller chercher des soldats dans des pays lointains, notamment du Moyen-Orient, où des gens sont pauvres. C'est une formidable occasion. Ils n'ont pas la carte verte, mais on va faire une entorse pour eux et ils vont pouvoir aller faire la guerre avec les Américains. C'est pas du tout parce qu'on se dit c'est mieux stratégiquement d'avoir des gens qui parlent arabe dans des pays, c'est pas du tout. C'est parce qu'on manque de gens, on manque de personnes. Alors, il y a une autre solution. L'autre solution, c'est d'aller constituer des coalitions. Nous, Américains, on ne peut pas y aller tout seul. Alors on va aller demander aux Anglais, aux Allemands, aux Français, aux Canadiens, aux Australiens, etc., aux Japonais, d'aller avec nous en Afghanistan. Ça marche moyennement. On en reparlera tout à l'heure. On va aller essayer de faire la guerre en Irak sous couvert de l'ONU. Malheureusement, Dominique de Villepin fait son grand discours et ça ne marche plus. D'ailleurs, la réaction de Rumsfeld, après le grand discours de Villepin en 2003, vous connaissez ce grand discours à l'Assemblée des Nations Unies à New York, réaction hyper violente américaine, en disant « c'est la vieille Europe, à côté il y a la nouvelle Europe, c'est les pays d'Europe de l'Est qui sont favorables à notre action, etc. » En fait, derrière ça, il y a quoi? Il y a tout simplement l'angoisse de perdre des alliés, parce que sans les alliés, les guerres sont beaucoup plus difficiles à gagner, parce qu'on manque de soldats aux États-Unis. La troisième solution, je crois que c'est celle qui nous rapproche le plus du cas athénien ou du cas romain, pour parler chronologiquement du cas romain ou du cas athénien, c'est de faire appel à des mercenaires. À des mercenaires. Alors ces mercenaires, c'est qui? C'est un peu de tout. C'est des soldats, des vieux prisonniers, etc., qui vont se faire embaucher à prix d'or, chez Blackwater par exemple, pour aller, c'est quand même assez paradoxal, au maximum en Irak, il y avait 100 000 Américains, 150 000 Américains, pardon, soldats américains, il y avait 100 000 mercenaires, des gens payés par des boîtes privées, pour aller faire un boulot de soutien de l'armée américaine. L'armée américaine a payé des gens bien plus chers que des soldats américains pour aller soutenir. Des gens attirés par le gain, hein, et qui espèrent passer 6-7 mois peut-être, revenir chez eux et ainsi s'enrichir comme ça. Ce qui est quand même marrant, c'est que j'ai lu qu'à peu près 20% de ces 100 000 mercenaires, entre guillemets, avaient pour tâche en Irak d'aller protéger les camps militaires américains. Et je crois que là, on est dans une espèce de système un peu complexe où on ne sait plus vraiment où est la raison. Donc voilà, la sécurité, on a levé là une série d'éléments de faiblesse américaine par la sécurité. Alors bien sûr, également, la crise actuelle, c'est bien sûr aussi le bien-être matériel des Américains qui est remis en question, le bien-être matériel, la paupérisation des classes moyennes notamment, ce que Robert Reich, secrétaire d'État au travail de Clinton, avait appelé les classes anxieuses. Ces gens qui perdent leur maison, ces 3 millions de personnes, ces 12 ou 13% d'Américains qui aujourd'hui encore ne survivent que grâce aux food stamps, c'est-à-dire des timbres pour aller manger, pas des tickets de rationnement, mais des timbres pour aller se nourrir. Ça aussi, on dit qu'il y a à peu près 7 millions de travailleurs pauvres aux États-Unis, des gens qui travaillent et qui pourtant sont pauvres, etc., etc. Bref, cette paupérisation des classes moyennes, c'est une dimension, je crois, essentielle de l'affaiblissement. Pourquoi? Pour 3 raisons. D'abord, parce que les classes moyennes, c'était le cœur du modèle américain. Le rêve américain, c'est le rêve de quoi? C'est le rêve de l'Américain moyen qui rêve d'une maison avec un jardin, avec un barbecue et avec ses amis autour du barbecue. Ceux qui sont déjà allés aux États-Unis savent que l'Amérique est une civilisation du barbecue. Bref. Donc, c'est ça. Donc, la crise des classes moyennes, c'est une crise, encore une fois, existentielle. Et puis,
deux questions également, deux autres valeurs mises en cause. Bon, barbecue, on va passer assez vite, mais deux autres valeurs mises en cause. Première valeur, la valeur de l'accès à la propriété privée de son logement. Ça, c'est aujourd'hui très, très sérieusement mis en difficulté. Et puis, la troisième valeur qui me semble la plus importante et qui est mise en cause aujourd'hui par la crise, c'est la confiance dans l'avenir. Les Américains se définissent toujours par une confiance extraordinaire dans l'avenir. D'ailleurs, il y a un chiffre qui le montre, hein, c'est qu'ils ont un taux d'épargne quasiment nul. Franchement, c'est quand on a confiance dans l'avenir qu'on n'épargne pas. On n'a pas peur. On est sûr que dans l'avenir, en gros, tout ira bien, qu'on arrivera à se refaire. Les Asiatiques, eux, ont des taux d'épargne extrêmement élevés, parce qu'ils sont obligés, tout coûte, parce qu'ils n'ont pas confiance du tout dans leurs systèmes sociaux, par exemple. Les Américains non plus, mais au moins, eux, alors on pourrait dire une fuite en avant, mais longtemps, ça a été perçu comme étant une confiance inébranlable dans l'avenir. Alors, la crise des subprimes, c'est tout le contraire. C'est bien le signe qu'on a eu tort de faire confiance à l'avenir. On a eu tort de faire confiance à ceux qui vous appelaient en disant « Vous êtes pauvres, mais rassurez-vous, vous êtes riches. Parce que votre logement, votre maison, elle vaudra l'année prochaine 30% de plus qu'elle valait cette année. Donc on va vous prêter sur cette base-là, prêt hypothécaire, dommage. » En même temps, les Américains, on a beaucoup blâmé le peuple américain. Vous savez, depuis les années 30, c'est quand même 70 ans avant, jamais le marché immobilier de l'Amérique ne s'était retourné. Jamais. Nous, on est habitués aux bulles spéculatives immobilières. Peut-être que vous en avez été victime. Les prix qui montent, qui descendent. Aux États-Unis, structurellement, ça n'avait jamais baissé. Donc, les Américains, ce n'était pas un délire américain d'avoir une confiance dans l'avenir. Donc, tout cela, en effet, participe, je crois, de cet affaiblissement de l'Amérique. Alors, la crise économique américaine, elle est aujourd'hui forte, elle est tout à fait relative, et elle est bien sûr à mettre en relation, mais je ne vais pas développer ça, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, avec la Chine. Juste une phrase et un chiffre. La phrase, la voilà, c'est Barack Obama, le 24 février 2009. Il dit, devant le Congrès, « Nous savons que le pays qui canalisera le plus la puissance des énergies propres et renouvelables sera le dirigeant du XXIe siècle. » 24 février 2009. En gros, il faut maîtriser les énergies renouvelables. Aujourd'hui, enfin sur l'année 2009, donc après ce discours sur toute l'année, les Chinois ont dépensé 35 milliards de dollars pour ces énergies propres et renouvelables, les Américains 19. Donc si Barack Obama avait raison le 24 février 2009, c'est inquiétant pour son pays. Je n'irai pas beaucoup plus loin là-dessus, on pourra en parler, mais je pense que vous avez un tas de choses à savoir là-dessus. Troisième domaine, après la sécurité, après le bien-être matériel, c'est la question du leadership. Et là, je crois que l'ère Bush a été, pour le moins, un signe d'affaiblissement de la figure du leadership présidentiel. Je suggère, j'induis que, comme j'ai dit tout à l'heure, que la forte figure présidentielle étant un élément de lutte contre un élément de lutte et même de signification d'aspect d'absence de déclin. Alors, effectivement, la figure de Bush, elle est catastrophique. Aucun président depuis Truman quittant l'exercice en 1952 n'avait été aussi impopulaire que Bush. Je crois que Bush, quand il quitte le pouvoir, il a 13 ou 14% d'opinion favorable. 13 ou 14% d'opinion favorable. Obama, aujourd'hui, on est là, ça baisse, il est à 47, 48%. Nicolas Sarkozy est ce matin à 38%. On est à 13 ou 14%. Avec quelqu'un qui avait été élu mal, mais élu 2 fois de suite président des États-Unis. Et qui avait eu la chance, entre guillemets, d'avoir des crises énormes, et on sait bien que quand il y a des crises très fortes aux États-Unis, union autour du seul qui symbolise l'union, le président américain. Donc c'était assez étonnant. Affaiblissement de la figure présidentielle, avec, je l'ai dit il y a une seconde, je l'ai sous-entendu, des élections mal gagnées, peut-être même volées. Je vais pas revenir sur l'épisode de 2000, où on se couche avec Al Gore, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on se couche avec Al Gore président, on se réveille avec George Bush président. En 2004, John Kerry aussi perd d'extrême justesse. Mais en 2004, il perd vraiment. Mais en 2000, Al Gore, il perd parce que c'est un arrêt de la Cour suprême de Floride, dont le gouverneur est Jeb Bush, le frère de George, qui dit « Arrêtons les recomptages, George Bush est le président des États-Unis. » Ce n'est pas le peuple qui l'a dit, c'est la Cour suprême de Floride, avalisée ensuite par la Cour suprême des États-Unis. Donc ça affaiblit déjà la figure présidentielle. Et puis il y a le mensonge présidentiel. Les armes de destruction massive, où sont-elles ?
Et ça, la question du mensonge présidentiel, on va y revenir, c'est essentiel dans l'affaiblissement du modèle présidentiel américain. Aux États-Unis, vous savez, ceux qui connaissent un peu les États-Unis savent qu'on ne ment pas. Le mensonge ne fait pas partie de la mentalité américaine. C'est un peu des grands enfants peut-être, je ne sais pas. Mais le mensonge, alors que nous, c'est en nous le mensonge. Non, Myriam ? Le mensonge est en nous. Et pour les Américains, non, c'est quelque chose d'extérieur à eux-mêmes. Alors il a beau dire non, je ne savais pas, c'est par omission, je ne sais pas. Bon bref, toujours est-il que pour les Américains, Bush a menti. Et ça, c'est très très grave. Et puis, symbole de l'affaiblissement de la figure présidentielle, et là le mot figure est bien choisi, en décembre 2008, alors qu'il est lame duck, avec un arbre boiteux, qu'il n'est plus président, mais pas encore, il n'y a pas encore eu l'investiture d'Obama, il prend une chaussure dans la tête. Symbole extraordinaire de la figure présidentielle remise en cause. Non mais c'est quelque chose de frappant. Sans compter que quelques jours après, il se fait mordre par un chien lors d'une interview par un chien d'un journaliste de Reuters. Non mais ça peut faire sourire, mais tout ça est tellement symbolique de l'affaiblissement de la figure. Personne n'aurait osé lancer une chaussure ou mordre un mollet, je ne sais pas, de son père peut-être, ou de Ronald Reagan, ou d'autres encore, même si on a tenté de les assassiner, ce qui n'est pas mieux, hein, pas mieux, en tout cas moins ridicule. Alors Obama là-dedans, est-ce que Obama a revitalisé, redonné un souffle à la figure présidentielle? Chez nous, oui. Le Parisien titrait « Les Français votent Obama ». Ah bon? J'ignorais que la loi électorale américaine était à ce point large. Donc personne n'a voté pour Obama en France, mais en tout cas, nous on a dit « Ah ça y est, voilà Obama qui arrive au pouvoir ». Et on verra tout à l'heure d'ailleurs que c'est à l'origine de malentendus transatlantiques extrêmement forts. Mais enfin, Obama, si on avait fait cette conférence il y a 3 mois, avant que la loi sur la santé ne passe, je crois que j'aurais dit qu'Obama était une figure présidentielle très faible. Très faible. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire ou vu l'image. On le voit sur YouTube encore quand on regarde ça. Barack Obama, c'est le seul président américain à avoir été interpellé en pleine session unitaire du Congrès, donc Sénat et Chambre des représentants, par Joe Wilson, sombre représentant du Dakota du Sud, qui lui lance « You lie », vous mentez. Ce que je dis tout à l'heure sur les Américains, le mensonge, vous mentez. Et quand il dit ça, il faut voir Obama. Il évoque le système de santé, il essaie de le vendre aux congressmen, et puis au-delà aux Américains, il s'arrête. Et il y a une espèce de torpeur dans le Sénat. Silence complet. Et il regarde, il s'arrête, il dit juste « It's not true ». Ce n'est pas vrai. Et il continue son discours. Ça a été un scandale énorme. Et on a analysé ça après en disant on ne s'est pas intéressé sur le fond. On a dit quelqu'un a osé dire ça à Obama, cela veut dire que la figure présidentielle d'Obama est faible, est à ce point faible qu'on peut se permettre de tels agissements. Alors, n'allons pas trop loin peut-être dans l'analyse, mais c'est ce qui a été dit beaucoup aux États-Unis. Alors, Obama, depuis, s'est refait une virginité avec la réforme de santé. Heureusement qu'elle est passée. Heureusement qu'elle est passée. On verra plus tard la question du leadership de Barack Obama. Mais je crois qu'il faut que nous lisions, que vous lisiez l'actualité d'Obama, peut-être sous cet angle-là. À savoir, est-il en train de retrouver une stature présidentielle? On a entendu que ses 100 premiers jours avaient été ratés, qu'il n'avait pas réussi à capitaliser sur son extraordinaire élection parce qu'il est un peu jeune, parce qu'il est resté sous la coupe des démocrates, notamment Nancy Pelosi, parce qu'il n'a pas osé aller loin. Maintenant, il ose aller plus loin. Et d'ailleurs, regardez, c'est quand même assez frappant. Je ne sais plus quel jour c'était, mais un jour de la semaine, la santé passe. 3 jours après, il obtient l'accord avec Moscou sur le désarmement nucléaire. Qu'est-ce que dit Robert Gibbs, le porte-parole de la Maison-Blanche? C'est là un signe du leadership de Barack Obama. Vous voyez le lien entre le leadership et l'Amérique qui arrive à imposer son calendrier aux autres. C'est pour ça que dans les années précédentes, les présidents faibles, type Carter, par exemple, ou Gerald Ford, pire encore, sont des présidents des années 70 qui sont des présidents qui symbolisent justement l'affaiblissement de l'Amérique. Donc je crois qu'il faut lire comme ça la présidence Obama. Alors, au-delà de ça, je ne ferai pas un exposé ici des points forts de l'économie américaine. Vous les connaissez, en 3 mots, de l'économie et de la géopolitique américaine. Parce qu'il y a aujourd'hui quand même des points forts. On va basculer dans la deuxième partie de l'exposé et voir que l'Amérique n'est pas prête de décliner,
Parce que d'abord, elle a des points forts. Alors effectivement, 40% des brevets déposés dans le monde sont américains. L'Amérique dépense plus pour l'armement que les 8 suivants dans le classement. Chaque Américain dépense 20 fois plus pour l'armement qu'un Chinois. Et en plus, en partant de beaucoup plus haut. Les Américains sont les seuls à être capables aujourd'hui d'envisager d'aller sur Mars. On verra s'ils iront sur Mars un jour, mais en tout cas, à pouvoir l'envisager. Et puis, c'est un pays avec un dynamisme démographique exceptionnel. Je vous conseille d'aller voir sur le site de l'US Census, c'est le recensement américain bureau. Vous avez un chiffre, en ce moment, il y a un recensement américain en ce moment. Vous avez la population américaine et mondiale. Et on voit l'évolution de la population. Et c'est extrêmement intéressant. Aux États-Unis, toutes les 7 secondes, il y a un bébé qui naît. Toutes les 9 secondes, il y a un homme ou une femme qui meurt. Et toutes les 34 secondes, il y a un migrant qui entre sur le territoire américain. Il est clandestin, plus souvent, mais pas forcément. Résultat, toutes les 11 secondes, c'est pas moi qui ai fait les calculs, j'aurais été incapable, il y a un Américain de plus. Il y a un Américain de plus. Les Américains sont 309 millions aujourd'hui. Ce dynamisme démographique et d'attraction des migrants, il est essentiel dans le dynamisme américain. Il avait été mis en péril après le 11 septembre 2001, parce que les Américains s'étaient fermés au reste du monde. Ceux qui sont déjà allés aux États-Unis savent que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Il faut des passeports biométriques, il faut des passeports compliqués, on nous embête plus à la douane, etc. Mais l'Amérique continue d'attirer. Et ça, c'est une espèce de rempart complet américain face au déclin, parce que ça permet surtout de faire peser sur les autres économie impériale de retour, faire peser sur les autres les contraintes, non pas de la production industrielle, mais de la formation des cerveaux. Système scolaire américain, une catastrophe dans le primaire. Les récupérer quand ils sont juste mûrs et de leur faire passer des PhD aux États-Unis pour ensuite en faire des ingénieurs sur le territoire américain. Donc on voit qu'on est encore dans ce modèle de l'économie impériale, modèle perdant il y a quelques années, mais qu'on essaie de perpétuer, et en tout cas dans ce secteur-là, il ne sera pas perdant. Alors dans l'adversité, alors l'Amérique adore, alors je déteste ce genre de généralisation, mais bon, allons-y, l'Amérique n'est jamais aussi forte que dans l'adversité, dans les défis. John Kennedy l'avait compris avec son discours sur la nouvelle frontière. En gros, il faut donner aux Américains toujours des nouveaux objectifs. Obama, il l'a compris aussi. Il annonce, dans le même discours, il dit « Nous coupons des budgets pour la NASA, nous n'irons pas sur la Lune. Nous n'irons pas à nouveau sur la Lune. » Catastrophe. Mais dans la phrase suivante, « Mais nous irons sur Mars. Nous irons sur Mars. » C'est toujours ça, l'Amérique. Espèce d'une nation de défi. Cela est renvoyant bien sûr à la notion de frontière. Avancer toujours, recommencer le monde à nouveau. Avancer la frontière dans tous les domaines, la frontière sociale, territoriale, géographique, toutes les frontières possibles. Mais je crois, et je finirai en un petit quart d'heure, c'est ça ? En un petit quart d'heure, sur l'essentiel. C'est pas le plan de relance d'Obama qui va sauver l'Amérique. On voit aujourd'hui d'ailleurs que les 787 milliards de dollars n'ont pas eu tous les effets escomptés. Loin de là, loin de là. L'économie américaine est relancée, mais trop peu par rapport à ces chiffres-là. Le taux de chômage atteint aujourd'hui 9,9% de la population active. Alors c'est vrai, les États-Unis créent des emplois. Mais il y a beaucoup de gens, on n'a jamais créé autant d'emplois aux États-Unis, 230 000 le mois dernier. Mais il y a plus de chômeurs. Comment c'est possible ? Parce qu'il y a plein de gens qui étaient sortis du système et qui, voyant des créations d'emplois, reviennent. Et bien du coup, statistiquement, le pourcentage des chômeurs remonte. 10% de chômeurs aux États-Unis, et on a du mal à les baisser. Obama, il dit peut-être dans 2 ans, bon. C'est pas non plus la réforme de santé qui va sauver l'Amérique, ça c'est de la foutaise. Ce qui va sauver l'Amérique, et ce qui sauve l'Amérique, c'est que, comme Myriam l'avait dit, me volant ma chute, c'est que personne n'a aujourd'hui intérêt au déclin de l'Amérique. Et là, on en revient à la notion de la puissance. C'est-à-dire que l'Amérique a construit, depuis, disons, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un monde dans lequel elle est indispensable. Un monde dans lequel elle apparaît comme une clé de voûte. Si on enlève la clé de voûte, l'édifice s'effondre. Alors, l'édifice, en février 2009, toujours février 2009, il y a un type, un Chinois, qui s'appelle Liu Hoping, qui est dirigeant de la commission de régulation bancaire, et qui dit aux Américains,
c'est une phrase que je mets dans le livre, qui dit aux Américains cette phrase qui est géniale. Il dit « Nous vous haïssons, les gars. Vous, les Américains, nous vous haïssons. C'est pas... Mais nous vous haïssons. Une fois que vous aurez créé entre 1000 et 2000 milliards de dollars papier, nous savons que le billet vert va se déprécier. Forcément. Si on fait marcher la planche à billets, la valeur du billet vaut moins. On n'est plus à Bretton Woods, on est après 71. Mais, alors, nous vous haïssons les gars, il répète. Alors nous vous haïssons les gars, mais que pouvons-nous faire d'autre que de les acheter ces billets? Pourquoi est-ce que les Chinois disent cela? Et pourquoi est-ce une chance formidable pour l'Amérique? Parce que le marché américain, c'est le premier marché, et de loin, pour les Chinois, marché d'exportation. Parce que je ne connais pas beaucoup de clients qui aimeraient voir, de vendeurs qui aimeraient voir leurs clients s'effondrer. C'est assez rare quand même. Je crois que c'est assez rare. Parce que les Chinois et tous les Asiatiques ont besoin énormément, oui, je vais trouver dans l'explication. Donc ils vont racheter des bons du Trésor. Ils achètent, ils financent la dette. La semaine dernière, c'est pas vieux, la semaine dernière, les Américains, ils ont encore émis 78 milliards de dollars de billets verts. Qui les a achetés? Les Chinois, les Japonais, les Coréens du Sud. Pourquoi? Je viens de le dire. Parce qu'ils ne veulent pas que la monnaie se déprécie, parce qu'ils ne veulent pas une crise économique aux États-Unis, parce que crise économique aux États-Unis, ils ne peuvent plus vendre leurs produits. Mais aussi parce qu'ils ont plein de dollars chez eux, les Asiatiques. Plus de 2500 milliards de dollars. Ils en ont plein. Est-ce que vous pensez, vous, que eux, les Asiatiques, ont intérêt à voir leur trésor de guerre perdre de la valeur? Évidemment non. Évidemment non. Et dans la même logique, avec tous ces dollars qu'ils ont, pourquoi ils en ont autant d'abord? D'abord pour maintenir la valeur du dollar, et puis aussi parce qu'aujourd'hui, eh oui, ces pays qui achètent beaucoup de pétrole, parce qu'ils en manquent, eh bien le pétrole, il est libellé encore en dollars. C'est dans les statuts de l'OPEP, vous vous rendez compte? En 1960, lorsque l'OPEP est créé, avec comme leader, comme par hasard, l'Arabie Saoudite, la monnaie qui est indiquée dans le traité de Vienne qui crée l'OPEP, c'est le dollar. Alors il faut mieux avoir des dollars, parce que c'est ainsi qu'on achète le pétrole. Et des pays qui sont extrêmement énergivores et qui manquent de pétrole. Obama, il y a à peu près 8 mois, a fait un voyage en Asie. Qu'est-ce qu'a dit la presse américaine? Obama va chez ses banquiers. C'est eux, aujourd'hui, qui tiennent l'Amérique. Mais l'Amérique les tient aussi, on vient de le dire. C'est une forme d'interdépendance. Et je crois que cette histoire d'interdépendance entre l'Asie, en particulier les Chinois et les Américains, me rappelle furieusement l'équilibre de la terreur de la guerre froide avec les Soviétiques. En gros, chacun avait le doigt sur la bombe atomique, et du coup, personne l'a activée, cette bombe atomique. Et là, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Il y a quelques mois, il y avait à New York, dans une galerie américaine, un tableau qui était vachement bien d'un Kandinsky. Alors, pas Kandinsky, hein, un autre Kandinsky, peut-être un descendant. Il avait fait un tableau qui était pas mal, où on voyait une grenade. Et sur la grenade, il y avait plein de monnaies, mais il y avait aussi dollars écrit en énorme. Et il y avait sur la goupille, c'est ça? Oui, sur la goupille, il y avait écrit Bank of China. Comme si les Chinois pouvaient tout faire péter. Tout faire péter. Il suffit que demain, les Chinois spéculent sur le dollar à la baisse, vendent tous leurs dollars dans le monde entier, c'est l'effondrement des États-Unis, mais de la Chine aussi. Du coup, aujourd'hui, personne n'y a intérêt. Ce que je dis là ne sera peut-être pas vrai dans 20 ans. Parce que peut-être que dans 20 ans, les Chinois auront un marché intérieur suffisamment fort pour ne pas être dépendants du marché américain. Mais seul l'avenir le dira. Mais tout l'enjeu aujourd'hui, c'est bien la constitution d'un marché intérieur. Du coup, quand vous entendez parler de la classe moyenne chinoise, ça veut dire pour les Américains extrême inquiétude. Et si Obama dit « il faut qu'on reproduise chez nous, il faut qu'on sache produire », etc. Pas qu'on reproduise, vous avez vu qu'il se reproduisait bien. Il faut qu'on sache produire chez nous. Eh bien, quand Obama dit ça, il dit « attention, parce que si on continue à faire peser sur les autres, il y a un moment donné, eh bien, on ne pourra plus. On ne servira plus à rien parce que il y aura d'autres marchés émergents, d'autres marchés en tout cas, qui nous remplaceront, voire même peut-être des marchés domestiques
pour la Chine, à une moindre mesure pour la Corée du Sud ou pour le Japon. Voilà à peu près l'équilibre, et voilà pourquoi aujourd'hui ces trois pays asiatiques n'ont pas intérêt à l'effondrement des États-Unis. Alors nous, Européens, là-dedans, bon, on semblait être un peu les victimes collatérales de la Nouvelle-Amérique. Obama, qui est je crois, je suis même certain, le premier président américain à n'avoir aucune attache généalogique ou culturelle, enfin culturelle en tout cas, avec l'Europe. Il a des attaches en Afrique, en Asie, certainement pas européennes. Certainement pas européennes. Vraiment à la marge. Même l'Amérique blanche, c'est l'Amérique du Midwest, sa grand-mère, bon. Bref, pas d'attache culturelle européenne. Et ça se sent. John McCain, pendant sa campagne, avait été très pro-européen. Il avait dit « J'aiderai les Européens face aux Russes, j'aiderai la Géorgie s'il y a un problème. » Ah oui, et qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu un problème? George Bush n'a rien pu faire. Mais il avait dit « Moi, je serai aux côtés des Géorgiens, je serai aux côtés de l'Europe centrale et orientale, je serai aux côtés de mes alliés européens. J'ai combattu avec eux, enfin mes parents ont combattu avec eux, je les connais bien, les Européens. » Obama ne peut pas dire ça. Et donc, selon le mot de Hubert Védrine, pour Obama, les Européens, ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas non plus une solution à ces problèmes. Alors, je ne serais pas entièrement d'accord avec Védrine, parce que c'est pas mal les Européens pour avoir des hommes pour aller faire la guerre, on l'a dit tout à l'heure. Mais voilà à peu près les Européens pour Obama. Donc, pour autant, et c'est là qu'il y a un paradoxe, c'est que tous les Européens ont été très favorables à l'élection d'Obama. On a tous célébré ça comme si c'était le président du monde, etc. Bon, très bien. Sauf que Chris Patten, ancien commissaire européen, aujourd'hui chancelier de l'université de Oxford, en décembre 2008, Obama vient d'être élu, il n'a pas encore pris le pouvoir. Il fait un édito dans Le Monde, une tribune dans Le Monde, une opinion dans Le Monde, et il dit « Alors les Européens, vous êtes bien gentils, vous étiez très favorables à Obama, c'est bien. Mais que va-t-il se passer quand Barack Obama viendra vous demander votre soutien, viendra vous demander des moyens, des hommes, bref, viendra, comme il l'avait dit dans sa campagne, partager avec vous le fardeau de la sécurisation du monde. » Parce que je ne voudrais pas faire l'anti-européen de base, que je ne suis pas du tout d'ailleurs, mais franchement, on était quand même bien content que les Américains, pendant 60 ans, nous servent à la fois de bouclier antimissile et de porte-parole diplomatique. On était bien content. Et on avait tellement eu peur du découplage, c'est-à-dire que la défense américaine soit découplée de la nôtre, que François Mitterrand, à peine élu en 81, a fait un grand discours quand il y avait les euromissiles en Europe, pour dire « Nous sommes du côté atlantiste, oulala, nous avons 3 milices communistes, mais nous sommes pour les États-Unis, pas de problème, oulala, au secours, au secours. » Parce qu'on était bien contents. Et pourquoi on était bien contents? Parce que ça nous a permis de faire l'économie de 2 choses. Un, ensemble, européens, de faire une vraie politique européenne de défense. Ça permettait d'éviter de faire ça. En gros, les Américains sont chargés pour nous, l'OTAN. Et aussi, ça nous permettait de mettre beaucoup d'argent pour le bien-être des populations. Il faut savoir que les Américains dépensent structurellement 2 fois moins que nous pour le bien-être des populations. À peu près 30 et 15%. Et ce gap, c'est quoi? C'est l'argent que dépensent les Américains pour la défense. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pour leurs intérêts. Oui mais pas seulement. Pas seulement. Je crois qu'on est autant que les Américains des cibles potentielles du terrorisme islamiste. Alors Chris Patten, en 2008, il s'inquiète. Il dit que se passera-t-il, etc. Et bien aujourd'hui, on sait. On sait que les Européens qui ont applaudi à tout rompre l'élection de Barack Obama, et bien en fait, aujourd'hui, les Européens, ils sont extrêmement frileux. On était là, oh, franchement, quelle horreur l'unilatéralisme, c'est atroce, Guantanamo, quel scandale. Je ferme Guantanamo. Qui prend des prisonniers de Guantanamo? Silence chez les Européens. La France en a pris 1, c'est bien. On fait la guerre en Afghanistan. Qui renvoie des hommes? Les Espagnols
ont 780 hommes en Afghanistan. Je vous rappellerai quand même que les Espagnols ont été frappés en mars 2004 par l'attentat de la gare d'Atocha. Ils ont été frappés dans leur chair par les attentats. Bref, les Européens aussi, je crois, ont tout à craindre du déclin de l'Amérique parce que les Américains ne pourront pas continuer, enfin ne pourraient pas, en cas de déclin, continuer à les défendre, à les représenter, même si je suis bien d'accord, bien conscient qu'il y a des différences fondamentales de point de vue entre les deux parties. On n'est pas dans ce que certains avaient espéré voir naître une Euramérique, on n'en est pas là du tout, on va plutôt apparaître une chimérique aujourd'hui, Chine-Amérique. Hein, oui, c'est pas de moi, hein, malheureusement. C'est de Niall Ferguson, la chimérique, c'est pas mal. Hein. Bref, donc on n'est pas là-dedans, hein, on n'est pas là-dedans. Mais, bon, je crois que les Européens n'ont pas non plus... alors concrètement, aujourd'hui, les Européens restent encore dans l'orbite américaine. On le voit aujourd'hui encore, hein, le plan de relance européen, c'est Barack Obama, j'ai dit, hein, par 2 coups de fil, hein, qui a dénoué la situation. Notre plan de relance, il est exact... Enfin, tout le monde dit l'Europe, on en parlera si vous voulez, l'Europe est relancée, c'est formidable, enfin l'Europe politique est sur les rails. Mais c'est quoi ce plan de relance? C'est l'exacte copie du plan de relance de Paulson en 2008, sauf que là, il ne s'agit pas de sauver les banques, mais de sauver les États. Mais sur l'esprit, c'est ce même plan, c'est le même plan de relance. C'est le même plan de relance qui va d'ailleurs profiter largement aux Américains qui craignaient de voir le marché européen se fermer pour leurs exportations et de voir l'euro s'effondrer, qui aurait du coup été plus compétitif que le dollar. Etc. Alors, je crois que dans ce panorama, alors pour aller vite un peu, les pays pétroliers n'ont pas non plus intérêt à ce que l'Amérique et le dollar s'effondrent, puisque je vous ai dit, ils ont plein de dollars. D'ailleurs, c'est la preuve en est, j'en parle un peu dans le livre, donc je ne vais pas trop développer ici, la preuve en est que les fonds de pension américains, les fonds souverains, excusez-moi, des pays pétroliers, ont été les premiers à vouloir essayer de sauver le système bancaire américain. On recapitalisé Citi, etc., ont recapitalisé les grandes banques américaines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas intérêt, eux aussi, à voir le modèle américain s'effondrer. Il faut savoir que chaque année, 2/3 de l'épargne mondiale, du surplus d'épargne mondiale, c'est-à-dire que ce qui n'est pas épargné dans son propre pays, les 2/3 de ce qui n'est pas épargné dans le propre pays, direction États-Unis. Donc personne, enfin, qui a intérêt à voir l'Amérique s'effondrer? Alors il y a un pays, alors attendez, vous allez dire, bah si, il y a Pakistan, d'accord. Mais quel pays crédible? D'accord? Quel pays crédible? Il y en a un. C'est la Russie, je crois. Alors c'est un peu... Bon, on pourra en discuter. Il me reste 4 minutes. La Russie... Il y a Laura là-bas aussi. La Russie... Je crois que vous me regardiez en fait, non? Regardez là. La Russie... héritage de l'URSS, discours très fort. En fait, les Russes, c'est les seuls à ne pas avoir félicité Obama tout de suite. Les Russes, c'est les seuls à avoir tenu un discours ferme face à Obama. Les Russes, c'est les seuls finalement à avoir plein de pétrole, à ne pas être dans l'OPEP. Donc la valeur du dollar, ils ont un armement nucléaire extraordinaire. Donc la défense américaine, vous voyez? Et l'Amérique, pour eux, c'est plutôt un problème, parce que l'Amérique va un peu sur les plates-bandes de l'ex-Soviet URSS en promettant, mais c'est fini maintenant, de faire entrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN. Ça embête les Russes. Et donc les Russes, je crois qu'eux, ils ne se plaindraient pas trop d'un déclin d'Amérique. Alors en fait, ça c'est ce que j'écrivais en septembre 2009. Aujourd'hui, je pense que c'est pas vraiment ça. Je pense qu'en fait, les Russes, ils veulent surtout du respect de la part des Américains. Et d'ailleurs, ça marche. Parce que si Obama et Medvedev ont ensemble signé ce nouveau traité là, à Prague de désarmement nucléaire, désarmement, enfin 1500 de chaque côté, hein, ça permet de détruire le monde plusieurs dizaines de fois. Enfin, si on a réussi à réduire autant, c'est parce qu'avant ça, les Américains ont donné aux Russes, soviétiques, le lapsus est révélateur, ce qu'ils veulent, du respect. Ça s'est traduit par quoi? Par exemple, par un recul très fort américain sur un projet de Bush qui était un bouclier antimissile en Europe de l'Est, que les Américains considéraient comme étant très que les Russes considéraient comme très anti-russes. Eh bien, Obama l'a enterré complètement du jour au lendemain. Et aujourd'hui, les Russes sont plutôt des alliés américains, notamment à l'ONU, dans les sanctions vis-à-vis de l'Iran. Voilà, donc je crois, pour terminer, j'ai plein de choses que je n'ai pas dites, mais c'est pas grave. Je crois que pour terminer, l'Amérique d'Obama aujourd'hui, bien sûr, on peut applaudir à tout rompre l'action d'Obama et y voir un peu comme Henry Kissinger, très fin observateur de la politique américaine, en Obama un joueur d'échecs.
J'aime bien l'image. Vous savez, le champion d'échecs qui mène 3, 4, 5 parties en même temps. Vous avez vu, c'est hyper impressionnant. Un joueur d'échecs champion, il a en face de lui tous les meilleurs régionaux qui tous nous battraient en 2 secondes. Et le champion, il joue aux échecs, comme ça, il fait un coup en marchant, comme ça. Et il joue 5, 6, 7 parties en même temps. Et Kissinger dit, c'est un peu ça Obama. Bon, il dit, on ne sait pas s'il va gagner les parties, mais il lance plein de pistes en même temps. Oui, c'est vrai. Mais je crois que son atout maître, je sais pas, on ne dit pas ça aux échecs, mais en tout cas, son meilleur coup, je crois que c'est l'héritage d'un monde construit par les Américains, j'allais dire pour les Américains, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un monde dans lequel personne aujourd'hui n'a véritablement intérêt à voir l'Amérique décliner. Ainsi, à la question faut-il souhaiter le déclin de l'Amérique, je crois que cette question ne se pose a priori, en tout cas, je ne répondrai pas moi, mais personne, je crois, n'a à souhaiter le déclin de l'Amérique. On a vu les conséquences des crises américaines sur nos économies, sur nos emplois. Aller dire à un ouvrier qui a perdu son emploi qu'il doit souhaiter le déclin de l'Amérique, je ne suis pas sûr qu'il répondrait par l'affirmative. Merci. Alors merci beaucoup pour ce discours très passionnant. On va laisser place maintenant au débat avec les premières questions. Merci. La première est toujours la plus dure. Ouais. Est-ce que Vieira est sélectionné? C'était la première question. Ah, il y a une question devant, monsieur. Là, voilà. Seulement, peut-être pour tout de suite démarrer dans le débat, on a quand même aussi plein de signes qui peuvent montrer que c'est le seul modèle qui existait après le déclin de l'Empire soviétique, c'était le modèle libéral. On a eu la chance d'avoir la conférence avec Claude Agege il y a peu de temps qui annonçait plutôt le déclin de l'Empire américain, qui l'annonçait de façon un peu comme un précurseur en fait, d'un système en fait, qui est à bout de souffle quand même. On peut adhérer à votre thèse en disant personne n'a intérêt à ce que ça décline, mais peut-être que la machine s'est emballée, on peut parler de l'endettement par exemple. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans un système libéral d'économie industrielle occidentale qui est à bout de souffle? Vous dites par exemple il y a 300 millions d'habitants aux États-Unis, mais ce n'est pas grand-chose par rapport par exemple à la poussée démographique asiatique. Qu'est-ce que ça pèse? Vous avez fini? C'est vrai, mais les Asiatiques embrassent les valeurs libérales américaines. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Amérique contre le reste du monde. C'est qu'on voit le modèle, regardez, le modèle chinois aujourd'hui, il s'est quand même largement libéralisé et les Chinois cherchent justement à sauver leur régime politique par la libéralisation. Mais vous avez raison, il y a des tas d'éléments qui prouvent que c'est un système à bout de souffle. Mais dans les années 30, le système était aussi à bout de souffle. Alors il y a eu une guerre qui a permis de sauver le système. Toynbee, le grand historien britannique des civilisations, Arnold Toynbee, qu'on ne lit plus du tout, mais bon, qui est l'un des grands historiens des civilisations, avait écrit « Les grandes civilisations ne meurent pas par meurtre, mais par suicide ». Et ça nourrit un peu votre thèse. Effectivement, l'idée selon laquelle ce n'est pas de l'extérieur que viendront les problèmes américains, mais c'est davantage par les contradictions internes au modèle. Sauf que, alors, on pourra en discuter longtemps, le modèle de l'endettement américain, c'est clair qu'il est aujourd'hui extrêmement écorné et qu'il est affaibli. Mais là, on parle d'économique. Dans le domaine économique, je suis assez d'accord avec vous, le modèle, mais je reviens à l'idée première que j'avais défendue, c'est que d'abord, les autres n'ont pas intérêt à le voir décliner. C'est un équilibre extrêmement fragile, mais un équilibre qui existe, notamment un équilibre avec les grands poids démographiques de demain, la Chine, l'Inde aujourd'hui aussi, donc qui n'ont pas de modèle alternatif véritable. Le problème, c'est l'absence de modèle alternatif, quoi. Donc, il n'y a pas de contrepoids. Et puis, l'Amérique a su, combien de fois on a annoncé la mort du capitalisme? Aujourd'hui, l'Amérique cherche à inventer un nouveau capitalisme. Peut-être les Chinois vont les prendre de vitesse, mais c'est Thomas Friedman qui évoque le passage d'une économie rouge pour les Chinois à une économie verte. Et les Américains l'ont bien compris. Dans l'enveloppe de Barack Obama des 787 milliards de dollars, il y a une grosse partie, plus de 100 milliards de dollars, pour des emplois dits verts. Donc, dits verts, de couleur verte. L'idée étant d'essayer de sauver le système. Alors, effectivement, quand on voit qui est aujourd'hui en charge du Trésor américain, on peut être inquiet.
hein. Tim Geithner et Lawrence Summers, c'est des gens qui étaient là justement quand sous Clinton on a inventé les subprimes et quand sous Clinton on a cassé le Glass-Steagall Act qui, depuis les années 30, séparait les banques d'investissement et les banques commerciales. J'ai pas de réponse ferme. Je me place plutôt dans un contexte chronologique plutôt à moyen terme. À moyen terme, je ne vois pas le système libéral américain s'effondrer. À long terme, on pourrait plus en discuter, mais comme disait Keynes, à long terme, on sera tous morts. Oui, vous avez distingué tout à l'heure une période où les États-Unis ont été isolationnistes jusqu'en 1941, puis ensuite expansionnistes ou impérialistes postérieurement. Interventionniste. Interventionniste. C'est moins idéologiquement marqué qu'impérialiste. Postérieurement. Est-ce qu'on n'est pas effectivement dans un cycle où peut-être l'isolationnisme reprendrait du terrain dans une optique de multipolarité du monde avec des zones géographiques qui s'équilibrent davantage, plutôt que de garder un espèce de colosse au pied d'argile qui est les États-Unis et dont tout le monde dépend, mais dont on connaît par ailleurs la fragilité? Oui, alors effectivement, c'est une thèse intéressante, qui est la thèse, en fait c'est une thèse inverse de ce qu'on a longtemps dit. On a longtemps dit, et en prépa on le dit tout le temps, etc., mais c'est une erreur, on a dit la régionalisation, c'est une étape vers la mondialisation. En gros, d'abord on fait des organisations régionales, sur base régionale, l'ALENA, le Mercosur, l'Union européenne, l'ASEAN, etc., etc., il y en a des centaines dans le monde, et après ça, par magie, l'étape vers la mondialisation. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire que la mondialisation, elle était beaucoup plus forte en 1914 qu'aujourd'hui, et que la régionalisation, c'est plutôt le phénomène de réponse à la mondialisation. On le voit aujourd'hui, qu'est-ce que les Européens sont en train de créer? Une sorte de FMI européen. Qu'est-ce que les Japonais veulent faire? Une sorte de FMA, qu'on leur a mandaté en 1997, mais peut-être qu'aujourd'hui ils vont faire. Alors effectivement, et les Américains, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur ZLEA? Ils ont du mal à l'imposer, la zone de libre-échange des Amériques, c'est aussi un petit peu ça. Alors je ne crois pas quand même à la théorie de la déglobalisation qui est agitée par certains, parce que les économies sont tellement interpénétrées aujourd'hui qu'on peine quand même à imaginer un repli sur soi. Je crois que l'histoire, encore une fois, nous apporte un enseignement. C'est-à-dire que la crise des années 30, aujourd'hui, c'est un moteur fondamental dans notre conception du monde. Comment on avait répondu à la crise des années 30? Justement par ce que vous dites, par la régionalisation. On avait fait, les Français, les Africains avaient fait le bloc or, avec les Belges et les Suisses, les Luxembourgeois. Les Américains, un bloc dollar, une zone dollar. Les Anglais avaient fait le Commonwealth. On avait fait des blocs comme ça. C'est un peu ce que vous dites, hein, des blocs. Sauf que les historiens et les témoins considèrent que c'est ce qui a aussi amené aux tensions, amené à la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, dans les années 70, on n'a pas réagi de la même façon. On a continué à faire travailler le GATT. Et aujourd'hui, je crois qu'on est justement, c'est ça qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de dire attention, il y a un risque fort à la déglobalisation. C'est quoi le risque fort à la démondialisation? C'est le risque des crises fortes, voire violentes, entre les grands blocs qui pourraient se faire face. Donc je crois que je crois que vous avez raison en y voyant une tendance, une tentation très forte, mais je crois que l'enseignement de l'histoire reste encore plus fort, je crois, que cette tentation. Et on le voit, la solution, regardez, tous les plans de relance ont été des plans qui avaient dans leur contenu du protectionnisme. Le Congrès américain avait tenté le Buy American Act, comme dans les années 30. En gros, vous voulez des subventions de l'État pour des grands travaux? Alors vous prenez de l'acier américain. Mais il y a eu levé bouclier des Canadiens, des Européens, et on en est revenu. Bon, dans le plan européen, il y a le FMI, qui met une bonne partie, 200 milliards de dollars, 200 milliards d'euros, pardon. Donc, il y a une tentation, mais je crois que derrière la tentation, il y a aussi une réalité historique, et une réalité aussi du monde d'aujourd'hui, d'interpénétration des économies, qui nous prémunit, alors je ne sais pas si on faut le souhaiter ou pas, mais qui nous prémunit d'une forme de déglobalisation. Voilà, si je n'ai pas si répondu. Question? Il n'y a pas de mauvaise question. Alors, il y a toujours deux choses. Quand il n'y a pas de questions dans un colloque ou une conférence, soit j'ai tout dit,
soit c'était incompréhensible. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Oui. Merci. Merci, papa. Par rapport à ce que vous dites sur Barack Obama, on voit quand même qu'effectivement, sur le système de santé, il a été en avant. Il a aussi apporté un message différent au monde. Enfin, bon, c'est une rupture quand même importante par rapport à l'ère Bush. Et on voit aussi, moi, je ne connais pas bien le sujet, mais on sent qu'en ce moment, il est en train d'affronter Goldman Sachs de manière indirecte. Et il semble aussi vouloir, pour reprendre un peu votre image de l'échiquier, travailler aussi ce côté-là des affaires pour reprendre un peu de leadership politique sur la finance américaine. Est-ce que cette analyse est juste? Elle est assez juste. Alors, c'est effectivement l'apparence. Alors, l'histoire du XXe siècle américain, c'est l'histoire de l'exécutif contre, en gros, la sphère économique. Ça a commencé avec la lutte contre les grands trusts, sous Teddy Roosevelt, moyennement, mais surtout sous Woodrow Wilson, contre les barons de l'industrie. Ça n'a été que ça, l'histoire américaine, et aujourd'hui, ça rebondit. Donc, c'est pas quelque chose de rupture. La rupture, elle est juste parce qu'il s'agit non pas de lutter contre les barons de l'industrie, mais plutôt de lutter contre les barons de la finance. Il y a un mot qui change, mais ça reste contre ceux qui tiennent l'économie. Cela étant, Goldman Sachs, ils sont partout. Tim Geithner, Lawrence Summers, et même la nomination de Kagan à la Cour suprême, c'est des gens qui ont été, à un moment donné ou à un autre, dans Goldman Sachs. Donc, il y a un discours, et il y a une réalité. La réalité, je crois que c'est que Barack Obama a compris qu'il aurait du mal à affronter, comme le joueur d'échecs, peut-être des adversaires trop durs en même temps. Alors, sa grande loi sur la banque, il va essayer de la faire passer, ça va être difficile, ce qu'il appelle la moralisation du capitalisme, ça va être difficile. Voilà, donc derrière l'apparence de la lutte comme ça frontale, il y a une réalité qui est quand même différente, qui est celle que Goldman Sachs est partout aujourd'hui encore, et que l'État, et que Obama, il voit un dossier secondaire. Pour lui, le dossier principal, c'est aujourd'hui, alors une fois que la réforme santé est passée, le dossier du moment, c'est la loi sur le climat, qui est très difficile. Puis après, vous savez, les élections américaines reviennent très vite. Donc ça sera trop tard. Et après, il y a quoi? Il y a l'élection américaine. Il y a les midterms elections en novembre, fin de l'année. Et puis après, il y aura les élections déjà prochaines à regagner pour lui, qu'il regagnera à mon avis, ça veut dire qu'il regagnera. Et peut-être que là, dans son deuxième mandat, il pourra s'attaquer à ça. Vous savez, en général, les présidents américains s'attaquent à l'industrie quand ils n'ont plus rien à perdre. Parce qu'il y a beaucoup à perdre. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure l'Europe, en disant que vous pourriez un peu en parler. Le fait qu'Obama ait passé de coups de fil pour mobiliser l'Europe et à trouver les solutions, est-ce que vous pourriez un peu développer l'intérêt des États-Unis à ce que l'Europe se mobilise contre la crise et peut-être les hypothèses que vous avez en tête sur le déclin ou le sursaut de l'Europe, je ne sais pas. Ouais, oui. Alors, en fait, c'est assez frappant. On a dit beaucoup dans la presse française. Barack Obama a beaucoup téléphoné. En fait, le Premier ministre japonais a aussi appelé à Toyama, ce qui change un peu la donne. C'est-à-dire que le fait que le Premier ministre japonais, comme le président américain, appelle, d'ailleurs c'est intéressant, on ne l'a pas beaucoup dit en France, Angela Merkel en premier, et 3 heures plus tard Nicolas Sarkozy, c'est un signe effectivement qu'il y a un intérêt. En fait, parce qu'il y a une inquiétude énorme. Une inquiétude énorme. Pourquoi est-ce qu'il appelle? Parce qu'il a dit il faut absolument que vous trouviez des solutions. Alors, l'analyse que j'ai, c'est que si l'économie européenne s'effondre, ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques semaines? C'est que l'euro est en train de dévisser face au dollar. Or, ce qu'il reste, et ce n'est pas grand-chose, de l'industrie américaine, repose sur la compétitivité coût de l'industrie américaine, c'est-à-dire d'avoir un dollar plus faible que l'euro. Boeing fait un lobbying extraordinaire auprès de la Maison-Blanche pour maintenir un dollar plus faible que l'euro. Et l'Amérique, c'est bien qu'en stabilisant l'Europe, on stabilise l'euro et ainsi on enraye la chute de cette monnaie, ce qui permet de sauver des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'emplois aux États-Unis. Donc quand Obama cherche à défendre l'idée d'un plan de relance très ambitieux en Europe, c'est non pas pour sauver le projet européen, parce que les Américains n'ont cessé de chercher à diviser pour mieux régner en Europe. C'est au contraire pour défendre les emplois américains qui peinent à repartir.
Je crois qu'il faut avoir une lecture beaucoup plus pragmatique. Enfin, on n'est pas dans la défense d'un système de valeurs commun. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois que c'est vraiment défendre la monnaie américaine face à la monnaie européenne. Alors, quant à... Je réponds maintenant, si vous voulez. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tout se tient. C'est ce que vous évoquiez, c'est que la Chine a tout intérêt à ce que les États-Unis et à la limite, par rebond, la Chine a tout intérêt aussi à ce que l'Europe se maintienne. Voilà, Hein, oui, exactement. C'est un équilibre. C'est en ça que la crise du système libéral n'est pas pour demain, à mon avis, parce qu'il y a un équilibre extrêmement sophistiqué. Hein. C'est pas, bon, il suffit qu'il y en ait un qui s'en aille pour que ça. Non, c'est aussi sophistiqué, je crois, que l'équilibre de la terreur pendant la guerre froide, qui a tenu quand même. Hein. Je veux dire, peut-être que si on avait eu si on était en 1948, hein, bon, on peut imaginer, un peu d'imagination, en 1948, vous m'auriez dit, oui, mais on va vers une guerre atomique, etc. On aurait dit, peut-être, je ne sais pas, à long terme, on sera tous morts. Ouais. Keynes l'avait déjà dit, tant mieux. Mais bon, aujourd'hui, on ne peut pas dire. Effectivement, ça se tient bien. Alors, sur le modèle européen, il y a deux analyses. Soit c'est l'acte de décès de l'Europe, je crois que c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on pourrait dire en gros que maintenant l'Europe... Enfin, soit c'est l'acte de naissance, soit l'acte de décès. On verra. C'est intéressant parce que c'est pile, il y a 60 ans que l'Europe est née. Pile. 9 mai 1950, discours de l'horloge. L'Europe a été sauvée, entre guillemets, le 9 mai 2010. C'est un bel anniversaire un peu triste peut-être, ou bel anniversaire, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'Europe sera sauvée ? Enfin, pourquoi on dit que le projet européen est sauvé ? Parce que dans les mesures prises, il y a des mesures de soutien politique de tous les membres européens pour les membres les plus faibles. En gros, on met enfin en musique la solidarité européenne. Et on a mis de côté les égoïsmes nationaux. Mais peut-être aussi que pour les Allemands, c'est la dernière fois qu'ils mettent la main au portefeuille. On ne sait pas vraiment de quoi l'avenir sera fait. Dans Le Monde, ce soir, il y avait un article pas mal où on expliquait que peut-être que l'Europe mourra guérie. Pas mal. L'Europe sera morte guérie. Mais image un peu dure peut-être pour le projet européen. Bon, ça nous emmène un peu ailleurs, mais bon, pourquoi pas. Oui ? C'est toujours pareil. Ah, je vous entends peu. Oui, donc c'était surtout au niveau des enjeux politiques et idéologiques que pouvait présenter le déclin de l'Amérique, surtout face à une Chine qui, vous avez mentionné, qui haïssait, qui pouvait haïr les États-Unis, mais qui était liée par les liens économiques. Donc finalement, sur le plan politique et idéologique, est-ce que finalement le déclin de l'Amérique est bien ce que vous en pensez sur l'équilibre un peu du monde qui en découlerait? Alors, si compris, je ne crois pas à un affrontement entre les États-Unis et la Chine. C'est un peu ça la question. Je ne crois pas du tout à un affrontement. Je ne sais pas, il y a 3-4 ans, il y avait 3-4 livres qui sont sortis sur la guerre à venir entre la Chine et les États-Unis. Mais c'est de la foutaise. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on l'a dit, l'équilibre. Et puis aussi parce qu'il faut savoir un peu comment fonctionnent les Chinois. Les Chinois n'ont pas vocation à la puissance universelle. Pas du tout. Pour les Chinois, ce qui compte, c'est d'asseoir leur domination, mais sur l'ère bouddhiste. D'où les tensions avec les voisins, d'où la volonté de mettre la main sur des îles qu'ils considèrent comme faisant partie du premier cercle, etc. Ils n'ont pas prétention à la dimension universelle. Ils se voient bien, eux, dans un duopole mondial, et les Américains aussi. Donc, je crois, et pour paraphraser, là encore, c'est pas de moi, malheureusement, le G20 est devenu un G20, VAIN, pas mal, hein, c'est de Jacques Attali, ou de ses nègres multiples. Donc, le G20 est devenu un G20, G20 est un G20, et par conséquent, c'est plutôt un G2 que les Chinois cherchent à obtenir avec les Américains. Et je crois qu'on va plutôt vers un duopole mondial, avec des puissances périphériques qui auront leur mot à dire, mais l'Inde, prise dans ses contradictions démocratiques, aura du mal à émerger. Le Brésil doit encore avoir des défis de pauvreté à combattre extraordinaires. Je crois que la Chine, avec sa puissance financière, sa puissance démographique, mais surtout avec son régime autoritaire, est le seul peut-être à avoir les moyens. Parce que ce qui est quand même extraordinaire, on peut critiquer l'Amérique, c'est que l'Amérique reste une grande démocratie. On est en train de comparer l'Amérique avec l'URSS, l'Amérique avec la Chine, bref, l'Amérique avec des États totalitaires. Je crois que c'est plus difficile pour une démocratie d'atteindre la puissance qu'un État totalitaire. Donc voilà à peu près ce que je peux vous dire.
Vous n'avez pas parlé du Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez que l'Amérique peut faire quelque chose pour dénouer cette crise qui dure depuis des dizaines d'années entre Israël et les pays arabes? C'est une question que j'évite en général d'évoquer, parce qu'elle est extrêmement complexe. Elle est extrêmement complexe. Alors, pour répondre rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, Obama a vraiment entamé un virage. Sous George Bush, qui avait critiqué... En fait, en gros, la grande question, c'est quoi? C'est pas aujourd'hui la reconnaissance de la Palestine comme un État. Tout le monde le veut, c'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, la tension aujourd'hui, c'est les colonies. Que faire des colonies israéliennes? L'Amérique s'en est longtemps sortie en ayant un discours un peu double, et George Bush aussi, en condamnant la colonisation en Cisjordanie, mais en permettant l'augmentation de la taille des colonies au nom de ce qu'on appelle en Israël la croissance naturelle. En gros, on peut quand même construire une école. On a 200 enfants à scolariser. On peut construire une route. Et ainsi, sans le dire, Israël a continué son entreprise de colonisation, qui reste le point le plus tendu avec Jérusalem des relations entre Israël et, non pas les pays voisins, mais avec les Palestiniens. Parce que ça fait bien longtemps que les Palestiniens sont bien isolés dans le monde arabe. Il ne faut pas non plus imaginer une espèce de cause commune. L'histoire l'a montré. Je vous renvoie à septembre 70 et les Jordaniens qui chassent les Palestiniens des camps en Jordanie. Alors Obama, pour la première fois, a remis en cause la colonisation, y compris la croissance naturelle. Sauf qu'en face de lui, il s'est retrouvé face à Benjamin Netanyahou et face à une rue israélienne qui est extrêmement défavorable à cette intransigeance américaine. Obama est aussi pris, et alors là, ce que je veux dire là n'a, si vous me connaissiez, vous le sauriez, aucune once d'antisémitisme, surtout que les mots que j'emploie ont un autre sens aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il est aussi pris par les lobbies, pas pro-juifs, pro-israéliens. Il y a un livre de Stephen Walt et John Mearsheimer qui s'appelle La politique étrangère américaine face aux lobbies pro-israéliens. Et les lobbies pro-israéliens qui ne sont pas du tout d'ailleurs composés que de juifs, hein, mais aussi des tas de gens qui considèrent qu'Israël a sa place dans le monde. Eh bien, Obama, il est pris un peu aussi par ces lobbies qui sont très forts, qui ont du poids au Congrès, qui ont pignon sur rue, hein, c'est pas du tout des lobbies un peu cachés comme on pourrait imaginer, hein, pas du tout. Hein. Et donc il est pris entre tous ces feux-là. Alors il y a des discours, c'est difficile d'amener les Israéliens, vous savez, les États-Unis ont beaucoup de poids potentiel, c'est vrai, ont beaucoup de poids potentiel, pour résumer un peu ma réponse. Obama doit faire face à des logiques intérieures qui sont difficiles, des lobbies très forts. Hein. Et puis, il doit aussi quand même faire avec les élections israéliennes. C'est-à-dire, si Benjamin Netanyahou ne gagne pas la dernière élection législative et que c'est Tzipi Livni qui l'emporte, et bien avec Tzipi Livni, on peut négocier. Netanyahou, on ne peut pas négocier. Parce que dans son gouvernement, il y a ce qu'on appelle les Noirs, c'est-à-dire des religieux d'extrême droite israélienne. Donc il faut prendre en compte tout ça. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les États-Unis n'arrêtent pas d'aider Israël économiquement? C'est le grand serpent de mer. Effectivement, je crois avoir répondu un peu indirectement à la question. Mais l'Amérique peut faire quelque chose, mais je crois que c'est d'abord les Israéliens qui peuvent faire quelque chose. C'est une réponse un peu politique. Encore une dernière question. Si, à l'ultime seconde, sur le gong. Quand on vous écoute, on a le sentiment que et la Chine et les États-Unis ont intérêt à ce que l'Europe progressivement disparaisse. Si j'ai induit ça, je me suis mal fait comprendre. Pas que l'Europe disparaisse. Peut-être que le projet européen d'intégration politique, effectivement, disparaissent peut-être. Les Chinois, vous savez, ils s'y intéressent assez peu, les Chinois. Hein. Disparaissent, je ne pense pas. En revanche, que l'Europe n'ait pas un poids politique, diplomatique, militaire, autonome de l'OTAN, ça c'est une évidence pour les Américains. Les Américains n'ont cessé dans l'histoire de faire ça. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont gagné. Quand Nicolas Sarkozy a annoncé le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, on a dit,
c'est la fin de l'époque gaullienne, etc. On aurait surtout dû dire, que c'était la fin des ambitions européennes d'une armée totalement indépendante. C'est fini. Il n'y aura jamais d'Europe indépendante militairement. Et ça, les Américains, ça leur va bien. Ça leur va bien, parce que c'est une Europe qui n'est pas capable d'agir seule, et donc ils maintiennent une forme de leadership sur les Européens. Les Américains aiment bien avoir les Européens un peu sous leur main, même si c'est difficile, ils aiment bien. D'où les tensions très fortes après les discours de Villepin, après des tentatives un peu de non-alignement européen. On sait la phrase classique de la diplomatie française, amis, alliés, mais pas alignés. C'est le grand truc français, ça. Bon. Voilà. Mais les Chinois, je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Les Chinois préfèrent négocier avec les Européens comme un tout, plutôt qu'avec tel ou tel pays. C'est plus simple pour organiser les sommets, ils préfèrent. Pour les Européens, pour les Chinois, la France n'est qu'une province de l'Europe. Ce qui est faux, mais c'est leur point de vue. Une dernière petite ? Ce sera la dernière question. Merci beaucoup Thomas Negerhoff pour votre intervention très passionnante. Et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et je remercie Isegoria pour son invitation, bien sûr. De rien.